Docteur Aristide Omono, on vous passe également la parole. Je pense que le Cameroun est une terre de démocratie. Alors, en démocratie, justement, doit-on absolument exclure une candidature, même si elle jouit de toute sa légalité? Déjà, je ne suis pas d'accord avec une partie de l'analyse du professeur Mathias. C'est de votre droit. Concernant le rapport entre la légalité et la légitimité, quelque chose peut être légal et illégitime. Tout à fait. Par exemple, vous pouvez aller dans le buisson, aller établir un acte de mariage. Cet acte n'est pas légitime. Donc le mariage n'est pas légitime. Vous pouvez, oui, il peut être, vous pouvez aller rencontrer un officier d'état civil, il vous signe un document, on vous dit c'est un document légal, mais forcément. Et deuxième chose, c'est que le professeur Mathias ne se rassure pas s'il y a légalité effectivement dans l'acte légal. Parce que l'acte légal peut être illégal. Ce qu'il considère de l'acte légal. Il y a par exemple, au niveau de la candidature, sur la question de la candidature du président Paul Biya, le professeur Jacques Pamondongo a évoqué la légalité inhérente. Cette légalité inhérente-là est discutable. Et est même discutée, peut-être pas publiquement, mais elle est discutable parce que le président de la République, l'article 27 des statuts du RDPC, il est le candidat naturel, forcément. Mais seulement, il faut se poser la question simple. Est-il encore le président national du RDPC? Alors, on peut apporter un autre débat. Hein? Voilà, donc on peut revenir. Parce que le problème, c'est nous sommes tout à fait d'accord. Il est le président national. Et le président national est le candidat. Mais qui est le président national? Qui est le président national, étant donné que les mandats sont renouvelés après 5 ans et que le bureau politique peut proroger? Et qu'à un moment donné, on se rend compte que le bureau politique n'a plus le quorum nécessaire pour pouvoir proroger. Ça signifie que le RDPC est orphelin de président. Le problème peut se poser en interne. Donc même la légalité inhérente pose problème. Mais moi, et ça se dit même déjà dans le RDPC. Exactement. Mais moi, j'aimerais rester sur l'approche purement sociologique et humaniste même qu'a abordé tout à l'heure Pierre Blaireau. Vous voyez, le professeur Mathias peut parler de l'exceptionnalité du Cameroun, de l'extraordinarité du Cameroun, du pluralisme exceptionnel du Cameroun. Mais toujours est-il que la démocratie a ses fondamentaux, tout comme l'humanisme a également ses fondamentaux. On peut être au Cameroun, on peut être n'importe où, mais avoir quand même quelqu'un qui a 100 ans à la tête de l'État, c'est quand même de l'inédit. Du point de vue moral, du président Paul Biya. Le président Paul Biya, s'il gagne encore, il va fêter son 100e anniversaire à la tête de l'État. Et je crois que du point de vue moral, pas encore 100 ans. Il aura 91 ans, 99 ans, bon, disons, quasi 100 ans. Voilà, quasi 100 ans. Alors, est-ce que ceux qui défendent sa candidature aujourd'hui, du point de vue moral, du point de vue humaniste, ils ont pitié de Paul Biya? Et aujourd'hui, il faut quand même le constater, sans faire dans la langue de bois, que le président de la République connaît un certain nombre de faiblesses. Faiblesses physiques. Le président n'est plus, c'est lui qu'on avait avant. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est obligé de réduire le temps de certaines cérémonies pour essayer de l'accommoder. On a vu le président de la République, docteur, lors de la présentation des vœux, il y a quelques jours, qui semblait requinqué. Il prenait tout son temps, il discutait avec des personnalités, sans pression, il était debout, ainsi de suite. Le temps, c'est déjà significatif de quelque chose. Et deuxièmement, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il faut s'approcher du président de la République, il faut qu'on récupère vos téléphones. On filme désormais à distance. Il ne faut pas, on ne permet plus à n'importe qui de filmer le président de la République. Non, ce sont des exigences d'ordre protocolaire. Je ne sais pas ça n'a rien à voir avec une candidature à une élection. Si cette innovation est arrivée seulement après. Est-ce qu'il y a un rapport avec la candidature? Donc, juste pour vous faire savoir que le président de la République, physiquement, il est affaibli. Et on le ressent au niveau des performances même managériales. Alors, si je me maintiens à ce que vous êtes en train de vouloir démontrer, pour vous, le président Paul Biya ne devrait plus être candidat. Ça, c'est juste un élément. Je suis en train de dérouler. Donc, du point de vue humaniste, je crois que c'est lui qui a son grand-père qui avoisine déjà les 100 ans, ne le laisserait pas se risquer dans des intenses activités politiques comme une élection, comme une campagne électorale. Et aujourd'hui, au niveau de la performance managériale de l'État, ça se ressent.
Le dernier conseil ministériel du président de la République date, je crois, de janvier 2019. Jusqu'à ce jour, le président de la République n'a pu réunir ses ministres. Et on assiste également à une certaine gestion par procuration de la tête de l'État, avec une floraison ou une multiplication, intensification des hautes instructions, des hauts accords. Tout est devenu haut au Cameroun. On se demande bien à quel moment le président lui-même il décide. Et entre-temps, il y a une grande confusion entre la délégation des signatures et la délégation de pouvoir. On a l'impression que c'est lui à qui on a délégué la signature a finalement récupéré le pouvoir. Et si on revient sur ce que nous, les en bas constatons de la gestion de l'État par le président Paul Biya, on va se référer au dernier communiqué de la conférence épiscopale. On va dire que, bon, 2 évêques, 3 évêques avaient parlé, mais là, c'est quand même la conférence épiscopale, sauf à dire que tous les évêques, cette fois-ci, se sont assis pour faire mal à Paul Biya ou pour dire au peuple camerounais que, à vous de prendre vos responsabilités. Je vais utiliser les termes du communiqué des évêques. Les évêques parlent de la situation dramatique du pays. Ça, ce sont les expressions. C'est la conférence épiscopale qui parle comme ça. Les gens attendaient ça. Voilà. Ils disent la paupérisation affligeante et scandaleuse, la précarité grammatique, la corruption et le vol généralisé. Quelque part, il revient sur des projets vides. Docteur, ça, ce sont des expressions. Docteur, est-ce que les évêques sont un baromètre de la vie de la nation? Première question, est-ce que les évêques ont été mandatés par le peuple camerounais de parler à leur nom? Si les évêques ne peuvent pas être considérés comme des leaders communautaires, je crois qu'il faudra peut-être aller en crier au paradis pour les envoyer ici au Cameroun. Est-ce que chaque Camerounais se reconnaît en l'Église catholique? Au départ, c'était 2-3 évêques. On estimait que ce n'était pas l'Église catholique. Maintenant, on vous dit que c'est l'ensemble de tous les évêques. On pose encore nos problèmes. Entre-temps, est-ce que les musulmans, eux, ils ont donné leur avis? Maintenant, est-ce que les témoins de Jéhovah ont donné leur avis? Mais je crois que c'est déjà la plus grande communauté. Est-ce que les pentecôtistes ont donné leur avis? Ça, c'est déjà important. Est-ce que les traditionalistes ont donné leur avis? Enfin, si vous le permettez, je crois que c'est déjà important de reconnaître que la plus grande communauté religieuse au Cameroun reconnaît les contre-performances managériales graves du président Paul Biya à la tête de l'État. Alors, est-ce qu'après ce diagnostic, il serait vraiment conseillé à un citoyen chrétien de militer pour une autre candidature de Paul Biya à la tête de l'État? Ça, c'était un élément. Maintenant, un autre élément. Docteur, est-ce que ça, on ne peut pas appeler ça manipulation? Non, moi, je ne fais pas dans la manipulation. Je suis en train de dire qu'est-ce qu'il serait. Est-ce que ça veut dire, sauf à nous faire croire qu'après ce diagnostic, les évêques ou les leaders communautaires, que sont les évêques, nous demandent d'aller encore voter Paul Biya. La question de la légitimité populaire. Oui. Les taux d'abstention. Nord-Ouest, 5% de vote. Ouais. Sud-Ouest, de participation. Oui, de participation à la dernière élection. 5% au Nord-Ouest, 15% au Sud-Ouest. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Paul Biya est le président des anglophones du Nord-Ouest? Difficile. Est-ce qu'on peut dire, du point de vue de la légitimité populaire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président de la République est le président des populations des anglophones du Sud-Ouest? Je crois qu'on n'a pas besoin d'être opposant ou d'être un pourfendeur de l'ordre dominant pour comprendre qu'il serait préférable que le RDPC trouve un autre joker. Et je suis convaincu qu'il y en a dans leur rang. Très bien. Parce que du point de vue... Vous allez chuter, docteur. Nous sommes nombreux là, docteur Alexis Mono. Vous parlez depuis une dizaine de minutes. Vous pensez que Maître Assira est venu pour vous regarder développer? Il prenne mon temps. Et Limido dit qu'il préfère qu'on prenne son temps. Il y a des solidarités sur le plateau. Je suis solidaire de tous ceux qui expriment la vérité. Donc tu lui donnes ton temps. Alors, chutons, docteur. Alors, merci, Elibi. Donc, je disais tantôt que, en fait, ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des petits baromètres qui nous permettent d'avoir la pression de l'état d'esprit des Camerounais aujourd'hui.
Et maintenant, si Paul Biya doit aller aux élections, s'il doit aller aux élections, le professeur Mathias a dit le souverain électeur, voilà l'expression qu'il a utilisée. Est-ce que l'électeur au Cameroun est souverain? Voilà la question qu'il faut poser au professeur. Est-ce que l'électeur au Cameroun est souverain? Il ne peut pas être souverain du moment où le régime électoral est biaisé. Le régime électoral, ça veut dire l'ensemble des règles et des institutions est biaisé. Maintenant, le système électoral est également biaisé, c'est-à-dire au niveau de la pratique. Est-ce que dans cet environnement-là, on peut estimer que ce qui sortira des urnes exprimera effectivement la souveraineté de l'électeur? Très bien. Merci, docteur. Passons donc la parole à Maître Assira. Maître Assira, lorsque j'écoute certains opposants au Cameroun, ils se focalisent un peu plus, c'est un constat que j'ai fait, sur l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya. Avez-vous l'impression que pour l'heure, ça devrait être un problème très important, un problème sérieux dans le cadre de la politique nationale, ou alors ces oppositions devraient un peu plus se focaliser sur le programme politique, sur la stratégie politique, pour voir comment accéder au pouvoir? Non, je pense que nous autres citoyens, nous avons un double problème. Nous avons d'abord un problème au niveau du régime gouvernant et nous avons aussi un problème au niveau de notre opposition. Moi, je me demande comment cette opposition qui sait au lendemain d'une élection que la prochaine va avoir lieu dans un délai que tout le monde connaît, est toujours surprise par l'élection suivante et n'a pas entrepris ce qu'il faut pour se présenter au moins. Je ne dis pas que si elle avait fait ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire avoir une plateforme commune de gouvernement, désigner une candidature unique, avoir un programme, une proximité avec le peuple, la population, que ça aurait forcément changé les choses. Mais au moins, ils auraient démontré leur capacité à conquérir le pouvoir, ce qu'on ne voit pas. Et au jour où nous parlons, c'est-à-dire à peu près 8 mois de la prochaine élection, si elle n'est pas anticipée, parce que jusqu'à aujourd'hui... La loi peut justement donner plein droit au président de le faire. On ne sait pas aujourd'hui exactement quel est le challenger. C'est pour ça que les questions, les préoccupations qui naissent portent aujourd'hui sur l'âge du président de la République. Votre question, effectivement, celle que vous nous posez, qui est celle de savoir, vous nous demandez pourquoi la candidature de Paul Biya dérangerait. Moi, je pense qu'elle dérange d'abord parce que je pense que si le président actuel se représentait, il avait toutes les chances du monde, il a toutes les chances du monde de l'emporter. Je laisse de côté les questions légalistes, légitimité et autres, pour rester purement et simplement factuel, j'allais même dire terre à terre. Si le président actuel se présente, au regard de la configuration des choses, c'est-à-dire la loi, son statut, sa présence, le fait qu'on n'organise pas une élection pour la perdre, qu'il a sur le terrain... Comment ça, on n'organise pas une élection pour la perdre? Je ne vais pas rentrer dans ces petites préoccupations. C'est camerounais ou bien vous parlez de manière générale? En général, on n'organise pas une élection pour la perdre. Il a des relais locaux au niveau des préfets, sous-préfets, des chefs traditionnels et autres qui font que, de mon point de vue, il a beaucoup de chances de l'emporter. Ce qui, moi, me pose un problème, c'est qu'il aura vaincu. À vaincre sans péril, on triomphe souvent sans gloire, mais surtout qu'il va manquer un problème de la responsabilité. Moi, je pense que la responsabilité de celui qui va être désigné, qui a été élu dans ces conditions, ne lui donne pas la possibilité de pouvoir changer véritablement les choses. On l'a vu d'ailleurs lors de l'élection précédente. Il a fait une seule sortie de campagne où il a été à l'extrême nord, il n'a rien promis de particulier, et résultat des courses, pendant les 7 ans qui ont suivi, il n'a rien fait. Il ne pouvait rien faire puisqu'il n'avait rien promis. Et c'est exactement... Vous pensez qu'en 7 ans, le président Paul Biya n'a rien fait au Cameroun? Je ne peux pas dire qu'il n'ait rien fait pour être vraiment honnête. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais qui ne sont pas à la hauteur, à la dimension, non seulement des besoins, mais également des capacités réelles d'un président de la République qui finalement a sur lui tous les pouvoirs. Il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir populaire. Donc, quand on voit ce résultat, il y a quelques temps, on a été interrompu par une coupure d'électricité. Elle a duré quelques minutes parce que votre groupe Relais a justement pris. Beaucoup de citoyens n'ont pas cette possibilité, qui parfois sont obligés de travailler de leurs mains pour pouvoir gagner leur pain. Bien. Et nous avons donc beaucoup de défaillances comme ça, qui, de mon point de vue, sont des défaillances conjoncturelles, mais qui définissent, qui traduisent des difficultés structurelles. Et qui, de mon point de vue, ne peuvent être que le fait du président de la République qui est le seul élu.
Ce qui, moi, m'ennuie, c'est qu'une fois qu'il a été élu, le président de la République n'est plus là. C'est-à-dire, au lendemain de sa prestation de serment ou de la composition du gouvernement, on ne voit plus du tout le président de la République. Toutes les difficultés qui peuvent se présenter, on ne sent plus le président de la République. Pire encore, vous avez un certain nombre de défaillances que nous avons pu voir, qui sont les défaillances de choses de la vie de tous les jours, qui sont les défaillances dans la réalisation des projets, parfois de ses propres programmes, qu'il n'arrive pas à réaliser. Et quand je le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les 31 décembre, il fait lui-même un diagnostic sans complaisance de la situation du Cameroun. Bien. Donc on se demande, est-ce que ce président a la volonté politique? On a l'impression que dans les éléments de la volonté politique, pour pouvoir changer les choses, elle est relativement difficile à apercevoir. Mais au-delà de la question de la volonté politique, a-t-il même encore simplement la capacité de changer les choses? Lorsque, ayant fait ce diagnostic, on l'a écouté encore il y a à peu près 18 ou 19 jours, il nous a dit, en brossant la situation du Cameroun aujourd'hui, quelles étaient les difficultés, etc. Mais dès que le 1er janvier arrive, on ne voit plus du tout l'aptitude de cet homme-là à essayer de changer quelque chose. Donc, il va déléguer le pouvoir à des gens qui, eux, n'ont pas, je vais revenir peut-être un peu, la légitimité, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas devant le peuple. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas. Ils peuvent très facilement s'abriter derrière l'incompétence parce que ce n'est pas eux qui sont là. Donc, cette façon de gouverner, au bout du compte, sur la durée, je pense, moi, au bout de 7 ans, plus 7 ans, au bout de 42 ans déjà. 42 ans plus, dans 7 ans, 49 ans, je ne suis pas certain que... Moi, je n'ai rien de particulier, encore une fois. Je ne dis pas ça pour... Moi, quand j'entends les gens dire le président de la République peut se représenter, c'est un truisme, ça va de soi. Et je pense même qu'avoir à l'affirmer est un peu, voilà, malsain dans la mesure où on n'a pas besoin de le dire. Ça va de soi. Parce qu'à côté, les autres disent qu'il ne doit pas se représenter. Quand les gens disent ne doit pas se représenter, c'est qu'il ne peut pas se représenter. En face, d'autres personnes disent qu'il ne doit pas se représenter. Est-ce que ce n'est pas aussi normal que d'autres disent qu'il doit se représenter? Si vous allez... Quand une question a été tranchée par la loi, oui, tout débat dessus est, de mon point de vue, à mon avis, il doit emprunter à d'autres ressorts que le simple débat. Ça signifie donc que c'est un faux débat, comme vient de dire le professeur. Du point de vue légal. Oui. Parce que la loi tranche le débat en question. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas que la loi qui nous oriente. donc. Parce qu'il n'y a pas que la loi qui nous oriente. Tout à fait. Si on s'en tenait uniquement à la loi, oui, il est évident qu'à partir du moment où la loi n'a pas fixé une limitation d'âge pour être candidat à une élection présidentielle, le problème ne se pose pas. Que le président de la République, au niveau de l'âge, même s'il a à 99 ans, s'il voulait encore se représenter à l'élection d'après, il pourrait se représenter. Merci beaucoup. Mais tel n'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fera de ce mandat? Quand tu regardes dans le passé, tu vois la décrépitude dans laquelle on peut être aujourd'hui. Un Cameroun qui a été laissé à l'abandon avec les problèmes de tribalisme, de corruption, de népotisme, de favoritisme, de clientélisme et autres. Vous vous dites, ce bilan-là, lorsque vous n'avez pas, le président de la République a été élu, il avait 47 ans. Il avait 47 ans quand il est devenu président de la République. 49 ans, d'accord. Si à cet âge-là, il n'a pas pu faire quelque chose qui pouvait être je veux dire, qui pouvait permettre selon Maître Assira, le bilan du président Paul Biya est catastrophique, c'est ça? L'Église catholique l'a dit. Je pense non, Maître Assira n'est pas l'Église catholique. Il parle en son nom. Le président de la République a répondu à votre question. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 31 décembre. Il a dit que dans son bilan, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu modifier, qui auraient pu être changées. Et il les a citées. Et au jour où je vous parle, on se demanderait s'il n'a pas pu le faire du temps où il avait la plénitude de ses moyens physiques. Parce qu'on peut parler, gloser à l'infini sur la loi. Je vais dire que la nature est également une loi. Voilà, donc la nécessité, la nature ne s'est peut-être pas écrit, mais c'est également une loi. Et donc si ça n'a pas pu être fait aussi facilement du temps où il avait la capacité, l'aptitude à le faire, aura-t-il plus de possibilités de le faire? Voilà, c'est ça le On passe la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, en l'état actuel des choses, est-ce que nous devons en déduire que si le président se présente, il gagnera encore? Ou alors, au Cameroun, en l'état actuel des choses, n'est-il pas possible que l'opposition puisse battre le président Paul Biya à travers les urnes? L'opposition doit s'organiser pour battre le candidat du RDPC, qu'il soit Paul Biya ou un autre.
Mais Paul Biya n'est pas un candidat du RDPC ordinaire. C'est pour cela que sa candidature pose des problèmes. Vous catégorisez les candidatures au sein du RDPC? Oui, au sein même de tout le pays. Dans le RDPC, c'est le président du parti qui a fondé ce parti et qui est à la tête de ce parti depuis. Il n'est donc pas comme un autre militant. Le sujet que vous mettez est éminemment important pour notre société. Dès lors que ce sujet amène les gens à réagir et certains à entrer dans des activités intellectuelles qui visent à tromper l'opinion. Quand nous parlons de la légitimité de la candidature, les intellectuels du pouvoir, ils organisent un discours qui vise à amener les gens à parler de la légalité. Alors qu'ils n'ont entendu nulle part le problème de la légalité. La légalité, c'est la conformité à la loi. Un point, un trait. On peut faire un grand sophisme, mais moi, ma petite formation de physicien voudrait que je parle des choses compliquées en des termes simples, sinon personne ne va comprendre. J'ai ici la définition de la légitimité selon le dictionnaire juridique. Je suis sur Google. Définition de la légitimité. La légitimité est la conformité à un principe supérieur qui, dans une société et à un moment donné, est considéré comme juste. La notion de légitimité ne recouvre pas celle de la légalité, qui est plus restreinte et qui caractérise ce qui est seulement conforme à la loi. Je termine. La notion de légitimité est contingente de la culture. C'est-à-dire qu'elle renvoie à la culture, au vécu des gens, aux valeurs culturelles qui sont en place. La légalité s'apprécie en fonction du droit positif. Dans le langage quotidien, ces notions sont souvent employées l'une pour l'autre. Ce qui est légal est-il nécessairement légitime? Le dictionnaire a posé la question. Et j'ai gardé pour notre pays ce que disent les Saintes Écritures depuis des millénaires. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 28, toutes choses sont permises, c'est-à-dire la loi. Mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Donc, ce qui est conforme à la loi peut ne pas être bon. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Il est donc question ici d'apprécier ce qui se fait au regard de ce que cela peut être profitable à l'élévation des mentalités, à la culture. C'est dans ce sens que je salue Assira. Je te salue. Je te salue parce que dans le corps des avocats, tu apparais comme constituant la conscience morale de ce corps. Et je vous demande de prendre la parole. Prenez la parole pour que ce qui va se faire ne soit pas une question de légalité, parce que le problème de la légalité ne se pose pas. Mais que ce qui va se faire soit de nature pour les générations à venir à élever la conscience de la société. Elémi Lobé, attendez un peu. C'est un peu compliqué ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes en République. Vous dites que nous devons laisser de côté la légalité. Non, c'est pas ce que vous êtes en train de dire quoi? Laisse-moi plutôt Vous dites que le problème de légalité... Tu verras ce que... C'est la Bible qui est le fondement de la République. Tu verras ce que... Est-ce que les candidatures sont validées au Cameroun en fonction des écrits bibliques? Non. Les candidatures sont validées en fonction des écrits. Les écrits de la Constitution. Je te dis que dans le code électoral, Oui. qui définit les critères Très bien. légaux
d'examen d'une candidature. La candidature du président Paul Biya ne se pose pas. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je veux simplement te faire comprendre qu'au regard de la loi, même un fou peut être candidat au Cameroun. La loi dit qu'il faut avoir 35 ans, il faut avoir vécu 12 mois continuellement, il faut être de nationalité camerounaise, et c'est tout. Et ne pas avoir d'interférence avec les puissances étrangères. Ça, c'est les conditions d'inéligibilité. Donc, un fou au Cameroun qui a vécu pendant 1 an ici, qui a vécu 12 mois ici, qui a 35 ans, peut être candidat. Il y a un fou ici à Efoulan, moi je le vois depuis 2 ans. Toi, parfait à ici, couché sur un lit. Et d'ailleurs, M. Garga Amanadi vient de faire une publication. Lui qui a été 2 fois candidat contre Paul Biya, il dit que même couché sur une civière, Paul Biya sera élu. Ce qui veut dire, d'une part, que lui n'avait donc jamais raison d'être candidat contre Paul Biya, puisqu'il savait que Paul Biya va toujours être élu. Mais ensuite, il dit que l'état de santé n'est pas un critère d'appréciation. Sur le plan légal, il a raison, mais il existe, et c'est ce que la Bible nous dit, que la légalité n'est pas le seul fondement de l'appréciation de ce qui est bon. Merci beaucoup. Je n'ai pas terminé, laisse-moi continuer rapidement pour dire aux gens que, comme le recteur, comme les femmes Ndongo et les autres, la Bible a aussi évoqué l'existence de telles personnes. Le terrorisme intellectuel. Elle dit, intimider les gens. Elle dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. Ça c'est pour le recteur. Oui. C'est le terrorisme intellectuel. Pour le recteur. Et pour les gens qui lui ressemblent. Terrorisme ici. Terrorisme intellectuel. Voilà. La Bible dit. Lis-nous ça. Je t'ordonne, c'est Paul qui parle à Timothée. Je t'ordonne solennellement devant Dieu et Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et par sa manifestation et son royaume, prêche la parole. Fais-le en instance, en époque favorable. Fais-le avec insistance, en époque favorable, en époque difficile. Reprends, reprimande, exhorte avec toute patience et avec l'art d'enseigner. Car, et il commence à nous parler, il y aura une période où ils, au pluriel, ne supporteront pas d'enseignement salutaire, mais selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants, comme celui-ci. Des enseignants. C'est une mise à l'index. Pour eux-mêmes. C'est de l'inquisition que vous faites. Ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes. Des enseignants pour eux-mêmes. Pensée réactionnaire. Afin de faire agréablement caresser les oreilles. C'est une pensée d'inquisition. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Tandis qu'ils se tourneront vers des fables. Quand vous venez sur des plateaux de télévision, enseignez que quelqu'un qui a 92 ans, déclaré, qui a déjà travaillé 60 ans, vous qui n'avez pas encore travaillé 30 ans, vous venez dire que quelqu'un qui a travaillé 60 ans. Là, je termine. Est-ce que la loi permet à celui qui a travaillé? Nous avons déjà fini ce débat. C'est le débat des manipulateurs. Parce que l'Église, quand elle a parlé, finalement, qu'est-ce que nous devons respecter en République? C'est la loi ou bien c'est la Bible pour lui? Deux choses à respecter dans une République. Oui. La loi, et au-dessus de la loi, la morale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok. Alors, je termine. Non, attendez. Le président, ce que je voudrais que lire les messages. Là, je finis. Ce que je veux que le président sache. Depuis, vous ne finissez pas. C'est que l'histoire de l'Afrique montre que ceux qui tiennent ce type de discours placent le président dans une sphère dangereuse
Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, nous savons comment il est fini. Non, on connaît déjà ce que vous allez dire, Limi Lobé, c'est bien. Il y a une longue liste de présidents qui... Abi Bourgui, par exemple, 5 ans au pouvoir, nous avons vu comment il est fini. Nous lisons des messages d'abord. Ce n'est pas dans des élections qu'il est lisons fini. des messages. Alors, Ce sont des menaces. c'est le message... Ce ne sont pas des menaces, c'est le rappel historique des dangers le président. Vous êtes dans l'intimidation. Parce que vous êtes ceux qui pensent qu'à l'intérieur de l'ensemble des familles, après 42 ans, personne dans cette famille politique n'est capable de remplacer le président et de continuer son œuvre. Nous allons nous C'est de calmer. ça qu'il est question. On vous a compris, Limbi Lobé, on vous a compris.